Je suis transféré dans un centre de rétention. C'est un sous-sol horrible où on est entassé. On était entre 60 et 80 dans quelque chose comme 100 mètres carrés. Je m'appelle Mathias Echen, je suis rentré d'Asie il y a à peu près 1 an, après avoir passé 3 ans, 3 mois et 3 semaines en prison. En parallèle à mon activité de finance, avec ma femme qui était en train de devenir décoratrice d'intérieur, on a commencé à réfléchir à monter des projets immobiliers. Et à notre 3e voyage à Bali, au début de l'année 2006, on est tombé amoureux de l'île. Pourquoi ne pas aller s'y installer et construire des maisons ? On a trouvé 4 de nos amis ou connaissances qui nous ont dit « mais si vous êtes là-bas sur place, on a confiance dans votre capacité à développer la chose, banco, on va faire ça avec vous ». Et en l'espace de 2 mois, on a trouvé le terrain de nos rêves. C'était un terrain où on a considéré qu'on pouvait construire 5 maisons, toutes avec un accès direct à la plage. On inaugure en août 2008. Et avec mon ex-femme, on devient les gestionnaires de ce domaine. Et très vite, ça devient un grand succès locatif. Ça marche très bien. On commence à avoir des articles dans la presse dans toute l'Asie, en Australie, même aux États-Unis. Mais l'année 2011, c'est une année où on aura organisé 83 mariages. C'est l'année aussi où je rencontre un milliardaire anglais qui décide d'acheter ma maison. Et l'avocat qui suit mes affaires là-bas, un jour m'appelle, enfin donc 2 jours après que j'ai signé cette promesse de vente, en me disant « Mathias, on a un problème, ton permis de construire, il n'est pas valide ». Pendant cette année-là, mes associés régulièrement me disent « Mais Mathias, tu m'avais dit que tu avais vendu ta maison, est-ce que la vente est passée? Qu'est-ce qui se passe? Tu nous as vendu des maisons qui n'ont pas de valeur, qui ont des problèmes de permis de construire, il faut que tu résolves ça très vite ». Le temps passe, je finis par résoudre ce problème de permis de construire, je paye de ma poche le bakshish nécessaire, je vends ma maison avec un permis de construire en bonne et due forme. Donc pour moi, l'affaire est terminée. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est le ciel qui nous tombe sur la tête, exactement à ce moment-là. On commence à recevoir des lettres nous demandant des comptes sur les coûts de construction de ces maisons. Tout d'un coup, ces anciens associés se penchent sur les comptes, la comptabilité. Les problèmes avaient commencé avant la fin du chantier, donc au début de l'année 2008. On a une énorme dispute avec l'entrepreneur qui construisait ces maisons. On s'aperçoit qu'en fait, il ne paye pas les taxes qu'il est censé payer, il ne paye pas les sous-traitants. Dans le pur esprit indonésien, c'est-à-dire corruption, pas mal de gens commencent à me tomber sur le dos en disant « Mathias, si tu ne nous payes pas pour ce qu'on a fait sur ton chantier, on va tout casser ». Et je me retrouve forcé par une espèce de chantage à devoir repayer ce que j'ai déjà payé à l'entrepreneur à ses sous-traitants. Donc avec des factures qui explosent et d'un budget qui, à l'origine, tout au début de nos discussions, était aux alentours d'1 million de dollars. On était déjà à ce moment-là à 1,3 million. Et là, tout d'un coup, on va finir finalement à 1,6 million. Il commence à me menacer de porter plainte contre eux. 3 mois plus tard, à l'occasion d'un week-end pour aller fêter les 40 ans de mon meilleur ami à Hong Kong, à l'arrivée à l'aéroport de Hong Kong, à l'immigration, ma femme et moi, on se fait arrêter. Le lundi matin, après nos 48 heures de garde à vue, on se retrouve devant le juge. Bon, le juge accepte illico de nous libérer sous caution, mais nous saisit nos passeports. On a été inculpés pour des faits qui se sont quand même produits en Indonésie. On habite en Indonésie, on travaille en Indonésie, on n'a aucune attache avec Hong Kong. Mais les autorités de Hong Kong disent « si, on est compétent, parce qu'il y a eu des transferts d'argent entre Hong Kong et l'Indonésie, donc ça suffit ». Alors cette situation, elle va durer plusieurs mois. Elle va durer 7 mois pour mon ex-femme, qui n'a récupéré son passeport qu'en décembre de la même année, en décembre 2012. Moi, je l'ai récupéré en septembre. On sait que la justice française n'extrade pas ses ressortissants. On rentre à Paris, on tente de se reconstruire et on tente de tourner cette page horrible de la vie à Hong Kong. Dans le système juridique hongkongais, si les prévenus ne sont pas présents, le procès ne peut pas avoir lieu. Le procès s'ouvre, je n'y suis pas. Et nous voilà, le 13 octobre 2013, étiquetés, mon ex-femme et moi, comme fugitifs au regard d'Interpol. Si vous allez sur le site internet d'Interpol, en gros, notre photo, elle est à côté de celle d'Oussama Bin Laden et de Pablo Escobar. On est allé voir des juristes et des avocats qui nous ont dit « tant que vous ne quittez pas le territoire français, rien ne peut vous arriver ».
Donc je reprends une vie normale, à tel point que je dis à mes enfants au début de l'été 2016, écoutez, on pourrait retourner à Bali. En parallèle, je prends des contacts avec les autorités balinaises, puisque toutes ces affaires de corruption de l'année 2008 m'ont amené à avoir des contacts haut placés, qui me disent tous, Mathias, viens à Bali, il n'y a aucun problème, on sait que tu as une fiche Interpol, mais nous, on te connaît, et donc tu pourras passer la douane et l'immigration sans aucun problème. Ce qu'on fait. Donc début août 2016, donc voilà, passer 2 semaines à Bali, magnifique. Ouais, je te vois plus là. En février 2017, Interpol organise un séminaire à Bali. Ils en profitent pour mettre à jour le système informatique de l'immigration à l'aéroport de Bali. Et 29 juillet 2017, avec mes 3 enfants sous le bras, on repart pour Bali. Arrivé à l'aéroport, mon passeport est présenté à l'immigration et tout de suite il se met à sonner. Donc c'est la descente aux enfers. Je suis transféré dans un centre de rétention qui s'appelle Polda. C'est un sous-sol horrible où on est entassé. On était entre 60 et 80 dans quelque chose comme 100 mètres carrés avec 2 points d'eau. Et quand je dis des points d'eau, c'est de l'eau froide, saumâtre, dégoûtante, qui fait office à la fois de douche, de toilette, de tout ce que vous voulez. On peut se lever un petit peu, on n'est pas attaché, mais on ne voit jamais la lumière du jour. Je vais y passer 7 mois. Au mois de mars 2018, tout d'un coup, on vient me chercher, on me dit tu pars à la prison de Kerobokan. Je me retrouve dans un monde que je ne connais pas du tout. J'arrive là-bas, j'ai 47 ans. La moyenne d'âge dans ces centres de rétention, dans ces prisons, c'est quoi? C'est 25 ans. Donc tout de suite, je suis étiqueté le vieux, l'étranger, et des relations très cordiales dès le départ s'établissent avec tous les détenus. Il y a aussi une violence très forte, et de la part des gardiens. Le prix de la vie dans ces endroits-là, c'est pas du tout le même. J'ai vu 3 personnes mourir sous mes yeux. Oui, j'ai vu des gens se taper, j'ai vu des gens se menacer, j'ai vu des choses qui pouvaient être utilisées comme des armes. C'est vraiment le côté mental qui est extrêmement difficile, dans le sens où je n'en vois pas le bout. J'en peux plus, je veux rentrer. Donc je vais faire une grève de la faim. Je suis toujours en train de mourir à petit feu. J'ai entamé il y a maintenant 10 jours une grève de la faim. J'ai perdu 7 kilos, j'ai des nausées et des vertiges en permanence et des douleurs articulaires terribles. Mais je n'ai pas l'intention de lâcher. La situation est trop injuste. Mon but, c'est pas de mourir. Mon but, c'est de montrer au reste du monde que trop c'est trop, que tout ça c'est une histoire complètement injuste, cousue de fil blanc et qui ne parle que d'argent, qui ne parle pas de crime. Et donc ça suffit. Je vais perdre 27 kilos, je ne vais plus pouvoir tenir debout. Au bout de 3 mois, je ne vois plus qu'en noir et blanc avec un champ de vision qui s'arrête à 50 cm. J'ai des syncopes régulièrement, je dors entre 14 et 16 heures par jour. Je suis en permanence allongé. J'ai des hallucinations évidemment. J'ai mon corps qui devient méconnaissable. Mes avocats français me disent Mathias, il reste un recours, c'est d'aller à l'ONU, parce qu'à Genève, l'ONU a un bureau spécial pour les incarcérations injustes. Et là, fin août, mes avocats en France me disent Mathias, on a une très très bonne nouvelle, l'ONU va rendre son rapport et ils vont imposer à l'Indonésie de te libérer sans délai. Prépare-toi, tu vas rentrer. Le lendemain du coup de fil triomphant de mes avocats, voilà que la sous-directrice de la prison arrive dans ma cellule et me dit « Prépare tes affaires, tu t'en vas », sans me dire où. Au début, j'ose espérer que, mais très vite je comprends en voyant les policiers de Hong Kong dans le bureau du procureur que c'est à Hong Kong que je pars. Quand j'arrive à la prison de Hong Kong, l'horrible prison de Lai Chi Kok, la première chose qu'on me fait, c'est de me déshabiller complètement. Un mal pour un bien, puisque je passe une radio, et à cette radio, effectivement, ils voient qu'il n'y a rien dans mon corps, si ce n'est une très forte arthrose de la hanche. Et donc là, ils me disent « Ah bah oui, effectivement, t'es malade, on va t'envoyer dans la partie hospitalière de la prison ». C'est là que je vais passer le Noël 2019, c'est là que je vais passer mes 50 ans aussi, en mars 2020.
je suis au bout du monde, je suis au fond d'un trou, avec aucune possibilité de communiquer. Je comprends aussi que je vais devoir assister à mon procès pénal et que voilà, on va arriver à l'épilogue de toute cette histoire. Le 23 novembre 2020, le procès s'ouvre. C'est un procès fleuve avec une vingtaine de témoins. Mais c'est là que vont commencer à défiler à la barre tous ces gens qui donc expriment qu'ils ne sont pas assez gagnés d'argent en faisant des affaires avec moi. C'est des gens qui disent que voilà, ils me faisaient confiance et que j'ai trahi leur confiance, mais sans apporter la moindre preuve de ça. J'ai récupéré mon ordinateur, dans lequel il y a toutes les preuves de mon innocence. Petit à petit, je montre au juge à quel point, contrairement à ce que ces gens disent, ils n'ont pas été floués. Ils m'ont laissé face à toutes les problématiques de corruption quand c'est désarrangé. Et puis une fois qu'ils n'avaient plus besoin de moi, ils m'ont jeté comme un Kleenex en disant qu'eux, ils étaient des vierges effarouchées, et que moi, j'avais accepté de faire de la corruption, mais sans leur demander. Ce qui était complètement faux, et on l'a montré. Enfin, le résultat, c'est que le 7 avril, j'ai été acquitté. Je suis rentré en France une semaine plus tard. Il y a des séquelles qui ne s'effaceront qu'avec les années. J'espère d'ailleurs qu'elles s'effaceront. Mais mes enfants, je les ai retrouvés, 2 sur 3 étaient déscolarisés, avec des problèmes psychologiques terribles. Moi, aujourd'hui, je garde de tout ça une tristesse extrêmement profonde face à ces gens qui, non seulement m'ont mis en prison, mais ont perturbé l'enfance de mes 3 enfants, mais à un point inimaginable. Ils les ont séparés de leurs parents, tout ça pour une histoire d'argent, qui à la fin du compte, en plus, était complètement cousu de fil blanc. C'est monstrueux. Et je vois qu'il y a un imam autoproclamé parmi les détenus. Et il est venu vers moi alors que j'étais en train de fumer une roulée adossée au mur. Et il me dit mon frère, ça va? Je lui ai dit oui, ça va. Il me dit tu t'appelles comment? Je lui ai dit je m'appelle Karim. Il me dit t'es musulman? Ton devoir de musulman, c'est de protéger l'islam. Comment? En tuant les mécréants partout où tu les trouveras. Je rentre en prison à Amiens en 1995 pour instigateur de vol à main armée. Et j'ai 18 ans. Quand les portes se referment derrière moi, j'ai véritablement la sensation d'être avalé par une superstructure de béton. J'ai l'impression que ma vie va basculer là-bas, que peut-être même je vais mourir là-bas. C'est des odeurs, c'est des bruits métalliques, c'est beaucoup de sécurité, beaucoup de surveillants, beaucoup de regards, des caméras, des barbelés, des portes, des grilles, des couloirs. On a troqué mon nom contre un numéro. À partir de là, j'ai eu l'impression d'être un animal. Ouais. Quel numéro? 2336. Ensuite, il y a ces empreintes, il y a cette fouille qu'on m'a faite. La première fois que je me mettais nu devant des individus que je connaissais pas et qui tournaient autour de moi, comme autour d'un animal d'ailleurs, à me demander de tirer la langue, de lever les pieds, de me baisser, qui m'ont scruté de partout pour voir si j'étais pas armé, si j'avais pas de produits stupéfiants sur moi ou voilà. Je suis 22 heures sur 24 dans cette cellule. Donc 1 heure le matin pour la promenade, 1 heure l'après-midi pour la promenade. Dans la promenade, je me suis mis contre le mur et j'ai observé. Et j'ai regardé les groupes fonctionner en me disant mais auxquels je vais appartenir. Et donc j'ai vu ces toxicomanes gober des cachets de substituts à l'héroïne dans des flaques d'urine dans la promenade. J'ai bien compris qu'effectivement, il fallait pas que je devienne comme ça. J'ai vu des jeunes jouer au foot, être des sportifs, etc. Mais en même temps, dealer, faire preuve de violence à 10, à sauter sur la tête de quelqu'un. J'ai compris que bon, j'allais certainement peut-être faire partir de ce groupe. Et puis j'ai vu un groupe d'individus qui priaient dans la promenade. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je pense que la religion, pour moi, peut être le dernier rempart à ma violence.
frères, s'il vous plaît, on s'installe. Et je vois qu'il y a un imam autoproclamé parmi les détenus qui conduit la prière autour duquel tout le monde se tourne, tout le monde discute. Il a une emprise certaine finalement, mais bienveillante. Je vois pas de violence dans ce groupe. Et il est venu vers moi alors que j'étais en train de fumer une roulée adossée au mur. Et il m'a dit mon frère, ça va? Je lui ai dit oui, ça va. Il me dit tu t'appelles comment? Je lui ai dit je m'appelle Karim. Il me dit t'es musulman? Je lui ai dit non, pas encore, mais j'aimerais bien. Il me dit ben y a pas de problème, ça s'apprend. Donc il m'a présenté quelqu'un qui était fraîchement converti. Et donc lui, il avait un petit cahier dans lequel il écrivait en phonétique les sourates du Coran. Et donc il les apprenait par cœur. Donc le phonétique, pour moi, c'était parfait. C'est lire en français, mais en prononçant en arabe. Et puis progressivement, on a commencé à m'apprendre certains gestes pour la prière. Et là, j'avais donc deux problèmes. Je ne savais pas ce que je disais, je ne savais pas ce que je faisais. أنه يتقرب إلى الله بقتل الآخرين. Il croit qu'il s'approche davantage de Dieu en tuant. On a organisé un moment où on m'a converti, où je me suis converti. Donc parmi le groupe, dans la promenade. Donc en fait, au début, c'est plutôt une hygiène de vie. C'est une habitude à prendre. C'est le régime alimentaire. C'est la façon de considérer les autres, les mécréants. Donc le mécréant, c'est soit on essaie de le convertir, soit on l'évite. Donc voilà, tu ne peux pas le convertir, ben laisse tomber, écarte-toi de lui. C'est le diable. Les femmes, il faut faire attention parce que les femmes, c'est aussi, selon ce qu'il nous dit, c'est une actrice du vice, une complice du haram. Et du coup, elle peut amener l'homme à cette faiblesse qui est le sexe. Et donc, pour le sexe, on peut tout oublier. Et on peut oublier Dieu et la religion d'après cet imam. Dans ce groupe, bah voilà, le groupe, il a évolué. Dans un groupe de 15 que je suis arrivé, la semaine d'après, on était 20, puis la semaine d'après, 30. Ça a commencé à faire peur à la pénitentiaire. Donc, elle a eu peur et elle a réagi. Elle a réagi en assurant des transferts collectifs pour casser le groupe. Et là, l'imam autoproclamé est venu me voir, et là, cette fois-ci, avec un regard que je n'avais jamais vu auparavant, avec une posture que je n'avais jamais vue auparavant. Agressif, violent, un regard noir, m'appelant à de la violence, chose qu'il n'avait jamais faite avant. En me disant, écoute Karim, maintenant que tu es musulman, ton devoir de musulman, c'est de protéger l'islam. Comment? En tuant les mécréants partout où tu les trouveras. C'est ça ton devoir de musulman. Alors, on va être transféré, peut-être toi, peut-être moi, et il faut absolument qu'on reste en contact. Tu restes en contact avec la personne que je t'ai donnée, et quand tu sortiras, il faudra aller t'entraîner. Je connais des gens pour ça. Et tu iras t'entraîner au Pakistan ou ailleurs, et ensuite, tu iras faire le djihad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Là, pour moi, ça a été très compliqué d'accepter son discours, parce que déjà, il m'a choqué. J'avais l'impression d'être face au diable, quelque part. Vous avez pu refuser concrètement sa proposition? Oui, je lui ai dit non, moi, je ne ferai pas ça. Pour moi, l'islam, c'est pas ça. C'est là où j'ai compris qu'effectivement, peut-être j'étais manipulé depuis le départ. Je ne m'en rendais pas compte, parce que jusqu'à maintenant, c'était que du bénéfice, mais que, puisque la prison était en train de transférer les individus, il a été un peu plus pressé dans ses projets. À partir du moment où j'ai cassé avec lui, c'est terminé, je ne faisais plus partie du groupe, et 2 ou 3 jours après, il a été transféré. Je n'accepte pas l'idée de me dire que Dieu attend de moi que j'aille tuer d'autres créatures comme moi. Ça, je ne l'accepte pas parce que ça serait un non-sens, et là, je perdrais tout espoir de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur. Pour moi, l'islam, c'était l'occasion de devenir meilleur. Et s'il y avait un djihad à mener, c'était un djihad intérieur.
Ils se sont fait tirer dessus par les Miradors, c'était du tir au pigeon. Hein. Tout le monde a été blessé, moi j'ai pris une balle dans l'épaule. Il est mort là, quand je l'ai soulevé, Jean-Louis, à ce moment-là. Je m'appelle Patrick Guillemin Saquet et j'ai organisé une évasion à la maison d'arrêt des Baumettes. J'ai eu une enfance un peu particulière. J'ai vécu dans un château. J'ai toujours été en pension dans des écoles de jésuites. J'ai même été 8 ans enfant de chœur. Je me suis rendu compte que dans les bouquins, l'amitié, ça se forgeait souvent dans des moments difficiles. À cette époque, dans les années 70, il n'y avait pas de guerre. Donc je me suis dit, je vais devenir un voyou. Je suis du Nord. Pour nous, les gens du Nord, les voyous, le milieu, c'est Marseille. Hein. Et je suis donc parti à Marseille. D'abord, il fallait que je sache si j'étais capable de faire ce que je voulais faire. Je me suis débrouillé pour avoir une arme. Et j'ai braqué une banque et malheureusement, ça a marché. J'ai pris à l'époque, si je me souviens bien, 20 ou 30 millions, c'est-à-dire 30 ou 45 000 euros de maintenant. Et je suis ressorti sans problème, je suis reparti avec mon vélo, pas de problème. J'ai continué à braquer. J'ai eu l'opportunité de faire un camion de cigarettes, donc j'ai détourné un camion de cigarettes que j'ai vendu. J'ai été balancé par le reseller, évidemment, et je me suis retrouvé en prison. Une fois de plus. J'ai eu un petit problème, on a retrouvé un chargeur de portable dans ma cellule, donc j'ai pris 15 jours de mitard. Et quand j'étais au mitard, à côté de moi, il y avait ce gars, qui s'appelait Jean-Louis. Il y avait un petit vasistas en haut, on se parlait comme ça. J'ai trouvé un gars sympa, très sympa, gentil et tout. Lui est sorti du mitard 8 jours avant moi, et quand je suis sorti moi, dans ma cellule, il y avait un colis avec des yaourts, des gâteaux, c'est gentil. J'ai demandé qui m'avait donné ça. Au début, le surveillant n'a pas voulu me le dire et finalement, il me l'a dit, c'est Jean-Louis. Alors, j'ai croisé Jean-Louis dans le couloir et je lui ai dit, tu sais, Jean-Louis, ça m'a touché ce que tu as fait. Je le fais plus parce que maintenant, je vais avoir mes cantines. Mais par contre, si jamais un jour tu as un problème, Jean-Louis, moi, je suis là. Quelques temps plus tard, j'ai eu une opportunité pour sortir. Et j'ai eu une permission que je n'aurais jamais dû avoir. Évidemment, je ne suis pas rentré parce que je n'allais pas me remettre dans la gueule du loup. J'étais sur Marseille pour aller chercher des faux papiers, je ne sais plus quoi. Dans la rue, je suis tombé sur quelqu'un qui avait été en cellule avec Jean-Louis. Et je lui ai demandé des nouvelles de Jean-Louis. Je lui ai dit, écoute, dis-lui qu'il m'appelle ce soir. Je te donne mon numéro de téléphone. Et quand Jean-Louis m'a appelé, je lui ai dit, au fait, tu as besoin de quelque chose, Jean-Louis? Il m'a dit, non, non, ça va, ça va. Bon, ça va. Et puis, un quart d'heure plus tard, il m'a rappelé, il m'a dit, en vérité, Patrick, j'ai besoin de quelque chose, mais tu peux me dire non, hein. Je veux me sauver. Je veux m'évader. Je lui demande, mais comment tu vas faire? Il m'a dit, il y a deux solutions. Je feins une maladie et puis pour être transféré à l'hôpital des Baumettes qui est juste à côté, ou alors louer un pigeon. Je n'avais pas compris louer un pigeon. Prépare tout, j'ai dit. Et quand tu es prêt, tu me le dis. Et je suis reparti dans le Nord. Moi. 8 jours après, il m'a dit, écoute, j'ai tout. J'ai les planques, les armes, les voitures volées, les gens pour le faire avec toi, et puis l'endroit où louer l'hélicoptère. Et c'est là que j'ai compris que louer un pigeon, c'était louer un hélicoptère. J'étais un petit peu en cavale et j'avais récupéré ma femme et mes enfants, mes 2 enfants. Et donc je lui ai dit, ce que je vais faire, je vais monter à Marseille en train. Il m'a dit, il y a quelqu'un qui te récupérera à la gare. Oui, d'accord. Je suis arrivé à la gare Saint-Charles, il n'y avait personne, il n'y avait pas de planque, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien finalement. L'endroit où il parlait de louer un hélicoptère, ça ne se faisait plus depuis 2 ans. Du coup, je me suis débrouillé. Je me suis débrouillé tout seul. J'ai pris des rendez-vous pour faire des baptêmes de l'air, etc. À l'hôtel où j'étais, il y avait un restaurant en dessous. J'avais sympathisé avec le patron du restaurant qui me laissait sa voiture l'après-midi pour aller me balader avec mes enfants. Avec ça, j'ai fait mes repérages, etc., etc. J'ai été acheter des cordes, j'ai été acheter des harnais, j'ai été acheter plein de choses. J'ai trouvé une carrière dans laquelle j'ai pour planquer toutes ces choses-là. Donc j'arrive à l'aérodrome avec ma femme et mes enfants. On attend la personne qui doit venir avec moi, qui ne vient pas. Et à ce moment-là, il y a ma femme qui était un peu kamikaze. Hein. Elle m'a dit, moi je viens avec toi. J'ai dit, non, tu ne viens pas avec moi. Et finalement, bon, j'étais obligé. Évidemment, je n'allais pas emmener mes enfants là-dedans quand même. Donc au pilote d'hélicoptère, je lui ai dit, mes enfants ne veulent pas venir, ils ont peur. Donc ils vont rester là. Et nous, on va faire le baptême. Et donc on est monté dans l'hélico, on est parti.
Et à ce moment-là, le pilote d'hélicoptère, c'était un mec assez costaud, avec le nez un peu écrasé et tout. Je lui ai quand même posé la question, je lui ai dit, mais vous êtes un ancien militaire? Il m'a dit, ah non, 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 du tout, moi je suis anti-violent. Et à ce moment-là, ma femme m'a tapé sur l'épaule parce qu'elle avait vu la carrière en dessous. Et j'ai sorti mon arme et je l'ai braqué. Et il m'a déposé dans la carrière. J'ai été chercher mon sac. Ma femme le tenait un peu en respect. Et puis après, je suis parti. J'ai laissé ma femme là et je suis parti au Beaumet. Pour moi, j'allais mourir en vérité. Je partais pas. Je savais que ça serait chaud. Quand j'étais dans l'hélico, tout ce que je faisais, c'était essayer de rassurer le pilote qui était vraiment pas bien. Et il me disait, mais non, Beaumet, on peut pas, il y a des filins, c'est pas possible et tout. J'ai dit, mais non, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'était le Vietnam. Quand j'arrive, je vois que tout le monde se met à courir. Je vois Jean-Louis, parce qu'il avait mis un t-shirt jaune. Je ne pouvais pas me poser, parce qu'il y avait des filins. Donc j'ai jeté les cordes. Des gens se sont accrochés. J'étais obligé de les soulever pour passer au-dessus des filins. Le temps où je les ai soulevés, ils se sont fait tirer dessus par les miradors. C'était du tir au pigeon. Hein. Tout le monde a été blessé. Moi, j'ai pris une balle dans l'épaule. Il y a une balle à 1,5 cm du réservoir. Il y a une balle dans le moteur. Il y a 2 balles dans l'axe du rotor. Quand on est reparti, on ne s'est pas rendu compte que Jean-Louis, comme il avait mis le harnais, il était accroché en dessous. Donc, il pendait 30 mètres en dessous. Quand on s'est posé, il est arrivé 4-5 mecs comme ça dans l'hélico en criant « décolle, décolle, décolle ». Et moi, je ne voyais pas Jean-Louis, donc j'ai dit « il est où Jean-Louis » Finalement, c'est un petit jeune, le petit Yann qui est allé. Et il est revenu, il m'a dit « on l'a pris dans la tête et il est mort ». Quand j'ai su que Jean-Louis était mort, ça a été un choc, mais il fallait que j'aille au bout, voilà, c'était tout. Alors ils nous déposent, moi j'avais pris une balle dans l'épaule, j'avais perdu pas mal de sang. Ils sont tous partis en courant jusqu'à la voiture, ils m'ont abandonné dans la forêt. Moi je suis tombé dans les pommes, j'ai appelé ma femme qui avait fait le repérage avec moi, donc elle savait où j'étais. Et puis elle est venue me chercher. Et eux se sont fait arrêter 1 heure plus tard. Tout retombe, l'adrénaline, tout ça et tout, et puis là je me rends compte que Jean-Louis est mort. Tout ça pour rien, finalement, Jean-Louis est mort et les autres se sont fait choper 1 heure plus tard. Donc c'était un peu le fiasco. Le fiasco. Plusieurs détenus s'évadent par hélicoptère de la prison des Baumettes. Ils auraient été rapidement repris, mais l'incertitude continue de planer quant au nombre de prisonniers qui se seraient fait la belle. J'étais devenu l'ennemi public numéro 1 et tout le monde me recherchait. Finalement, je me suis retrouvé à Aix-en-Provence et j'ai commencé à me convaincre que finalement les policiers n'étaient pas sur moi. Et donc, on arrivait au mois de septembre. Les enfants, ils doivent aller à l'école. C'est pas se faire repérer non plus. Donc, j'ai inscrit mes enfants à l'école. Et je suis tombé sur un policier qui a été assez malin. Il me l'a dit après, il m'a dit, on est fiers de nous parce qu'on a fait une belle enquête. Il a été assez malin parce qu'il s'est dit, il est proche de ses enfants. Je vais quand même voir auprès de l'académie s'il n'a pas inscrit ses enfants à l'école. Et bingo, j'avais inscrit mes enfants à l'école à Aix-en-Provence. Donc, il s'est mis devant l'école et puis il m'a repéré. Et le lendemain, ils sont venus me récupérer. Quand ils m'ont arrêté à Aix-en-Provence, il y a eu après le transfert pour partir jusqu'à Marseille. À ce moment-là, je me suis rendu compte que voilà, c'était fini et que je n'allais plus les voir, mes enfants, et que ça allait devenir compliqué. Je me retrouvais en prison, à l'isolement, en quartier d'isolement, parti pour 20 ans. Ma femme en prison, mes enfants à la DAS. Là, on se rend compte vraiment des conséquences, quoi. On m'a souvent posé la question en me disant, mais tu as fait ça pour un colis, pour 2 yaourts, etc. etc. Oui, ouais, beaucoup de gens ont du mal à croire, et même qui m'ont dit, mais même pour mon frère, je ne l'aurais pas fait. Mais moi, je suis comme ça, voilà. À partir du moment où j'ai quelque chose, je le fais, voilà, c'est tout. Mais il arrive un moment où il faut aussi réfléchir, et là, je n'ai pas réfléchi. Et normalement, j'aurais dû lui dire, Jean-Louis, prépare-toi, mets tout bien en place, et puis je reviendrai à ce moment-là. Quand on regarde bien, Jean-Louis est mort parce que j'ai voulu, envers et contre tout, continuer et tenir ma parole. Lui, il voulait absolument que je vienne ce jour-là, parce qu'il m'a donné comme raison, c'est ce qui m'avait touché, c'est que son fils est né le vendredi. Moi, je suis venu chercher le lendemain, le samedi. Son fils était arrivé, et lui, il est mort le lendemain. Voilà. La seule chose que je regrette, c'est
de ne pas avoir pu profiter de mes enfants, d'avoir fait souffrir mes enfants. Moi, je ne les ai pas vus pendant 9 ans, mes enfants. Pendant 9 ans, je n'avais pas de parloir parce que j'étais à l'isolement et en même temps, on me changeait de prison. Je restais entre 3 semaines et 2 mois dans chaque prison, donc on ne pouvait pas organiser de parloir. Vous savez, vous pouvez perdre beaucoup de choses. Vous pouvez perdre une femme, vous pouvez perdre de l'argent, vous retrouverez de l'argent à une femme. Mais le temps perdu, vous ne le rattraperez jamais. Le temps perdu, il est perdu à jamais. J'ai 65 ans et je me rends compte que ma vie d'adulte, elle a été plutôt en prison que dehors.